Le manque de volonté politique des partis, notamment ceux qui disent soutenir la loi pour la faire effectivement voter, notamment parce qu'il y a des résistances assez fortes dans la base des partis, enfin, parmi les hommes. Et enfin, les logiques de coalition qui sont très fortes en Inde, notamment sur la période à partir de 96 jusqu'à nos jours, qui font que même s'il y a une majorité pour la loi, la majorité étant dispersée entre différentes coalitions, il est relativement difficile pour un parti au pouvoir d'arriver à la faire voter. Mais mon point ici n'est pas de montrer pourquoi est-ce que la loi n'est pas votée concrètement, mais plutôt de montrer pourquoi est-ce que tel type d'argumentation vont être perçus comme légitimes et d'autres, bien sûr, illégitimes. Alors, un des premiers arguments qui est posé, c'est que dire que les femmes sont désavantagées, ce n'est pas suffisant. Enfin, que le désavantage subi sur la base du genre n'est pas suffisant pour justifier de quotas. Donc les partis en fait, qui s'opposent à la loi sont des partis qui ont leur base électorale parmi ce qu'on pourrait appeler de façon large les bases castes, à la fois donc, les OBC, mais aussi pour un de ces partis, les Dalits, donc les castes répertoriées. Et ils exigent, en fait, selon eux, les femmes OBC et musulmanes subissent des désavantages tels et tellement spécifiques que les autres femmes en général, et les femmes en général, en fait, ça veut dire les castes plutôt hindous, plutôt de haute caste, plutôt de classe moyenne supérieure, ne sont pas capables de les représenter. Et par ailleurs, les femmes OBC et musulmanes seraient dans une situation de désavantage au moment de l'élection, puisqu'il y aura des circonscriptions réservées aux femmes, ça veut dire que les femmes vont s'opposer les unes aux autres, et les femmes de haute caste, de haute classe, disposeraient de ressources financières, éducatives, symboliques telles qu'elles seraient obligées, entre guillemets, de gagner, enfin, elles gagneraient forcément. Toutefois, en général, l'analyse en termes d'intersectionnalité et oui, de co-construction, de extensivité des inégalités n'est pas tellement développée au sein du Parlement indien. Bon, à la limite, c'est plutôt un travail de chercheur peut-être, mais les opposants à la loi se sont plutôt focalisés sur les communautés dans leur intégralité, dans une logique de substitution d'une domination à une autre, plutôt que d'intersectionnalité. En fait, ceux qui demandent les sous-quotas soutiennent que la loi vise délibérément à désavantager les basses castes et les musulmans en général au sein des assemblées élues. À cet égard, le problème central, ce n'est pas forcément que les femmes de haute caste ou classe ne pourraient pas représenter les intérêts socio-économiques des femmes OBC et musulmanes, mais plutôt qu'elles entreraient au Parlement pour défendre de façon générale les intérêts de leur caste, indépendamment du genre. Parce qu'on est dans un contexte, plutôt, ça c'est certain, où la sociologie des parlements, enfin du Parlement indien et des assemblées législatives a énormément changé, et notamment depuis la fin des années 80, les parlements qui précédemment étaient dominés par les hautes castes sont maintenant de plus en plus représentatives en termes de castes, des basses castes, enfin, ce qu'on appelle les OBC. Donc. Et donc il y a l'idée qu'il s'agit d'un complot et que la loi est finalement un cheval de Troie, donc là aussi on retrouve une image du débat français, pour récupérer du côté des hautes castes leur perte de pouvoir par le biais des femmes. Et à ce titre-là, l'enjeu finalement, ce serait de savoir quelles sont les catégories principales de la vie politique, enfin quelles sont les catégories qui sont politiquement pertinentes en Inde en termes d'inégalité qu'on peut vraiment définir comme politique. Et là, très clairement, la caste est hiérarchisée par rapport au genre. Et par ailleurs, il y a et ça c'est vraiment un débat là aussi qui a ses racines dans la période coloniale, il y a une volonté de lutter contre l'universalisation de la catégorie femme qui n'aurait aucune substance. Donc il y a tout un travail dans les débats. Bon là, je vous avais prévu de citer quelques entretiens, mais c'est un peu compliqué juste de les lire, donc je vais vous les résumer. Mais il y a toute l'idée qu'il y a vraiment une différence culturelle, une altérité indépassable entre les femmes de basse caste, les femmes musulmanes et les autres femmes. Là encore, les femmes de haute caste, qui sont définies comme qui sont à la fois différenciées en termes physiques, des allusions à la coupe de cheveux, donc les femmes de haute caste auraient les cheveux courts, les femmes de basse caste auraient les cheveux longs, ce qui est perçu comme plus traditionnel, la façon dont elles s'habillent, elles seraient plus sophistiquées, aussi plus, pour prendre un terme qui a été utilisé récemment dans une remarque qui a fait polémique, sexy, donc plus attirant, donc elles arriveraient plus facilement à attirer les votes, etc. Et donc, finalement, il y aurait vraiment une différence fondamentale. Il y a aussi une tentative par ce biais en fait, de retourner l'accusation de sexisme qui a été faite auprès des opposants à la loi en soulignant que finalement cette loi elle est profondément sexiste puisqu'elle avantagerait
un tout petit groupe de femmes qui ne sont pas vraiment des femmes indiennes, mais qui sont quasiment des occidentales. Je caricature un petit peu mais, pour aller plus vite, mais en gros c'est cela, au détriment de la vraie femme indienne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, cette rhétorique s'appuie aussi sur à la fois la valorisation des Basques comme étant finalement les vrais défenseurs des femmes, mais aussi de leur virilité, hein, puisque de façon intéressante, les quotas ne sont jamais demandés pour les Basques en général. Hein, ils ne sont demandés que pour les femmes de basse caste. Et il y a l'idée que finalement, les hommes, eux, n'en ont pas besoin, parce qu'ils ont suffisamment de capacité à se faire élire sans quota. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la différence de genre n'est pas niée pour autant. Elle est juste réécrite à la fois de façon peut-être inférieure, entre guillemets, à la différence de caste, mais aussi, finalement, on retrouve cette idée qu'il y a une différence qui crée la coopération et l'empathie, qui est la différence de genre, mais réinscrite dans la caste, et une différence qui crée l'hostilité politique et un vrai clivage de nature politique, qui est donc la différence de caste. Et la réponse des partisans et surtout des partisanes de la loi a été à la fois une réponse assez classique, qui est la négation de la pertinence des différenciations au sein de la catégorie femme. Donc là, je vais vous citer en la traduisant très rapidement le discours d'une femme parlementaire qui était ministre à l'époque. Il n'y a pas de différence au sein de la tribu des femmes. Donc ça, c'est vraiment un argument très période coloniale, hein, où le slogan c'était « Sisters under the sari », donc « sœurs sous le sari ». Mais cet argument-là, il est quand même assez marqué aujourd'hui plutôt des partis de la droite hindoue, puisqu'un certain nombre de féministes ont quand même sont sensibilisés à l'idée qu'il y a des logiques intersectionnelles dans les inégalités de genre, et que notamment les femmes dalits et de basse caste et musulmanes sont dans une situation particulièrement complexe. Toutefois, elles nient en général, là aussi généralise, le droit des hommes OBC et musulmans à se poser en défenseurs des femmes, notamment en soulignant que ces derniers seraient les plus grands machistes. Hein, donc il y a être de basse caste ou être musulman, c'est être machiste. Donc en fait, ce débat est l'occasion, et j'en viens presque à la fin, d'une compétition entre deux modes de différenciation du corps social. Mais il faut souligner que la demande de sous-quotas pour les femmes va, selon moi, au-delà d'une simple hiérarchie entre la caste et le genre comme critère de délimitation, enfin de catégorisation du corps social. En effet, la demande de sous-quotas pour les femmes musulmanes et OBC est finalement relativement logique dans le contexte indien, où les quotas sont toujours d'une très grande finesse. Hein. Le fait de croiser les catégories, etc., notamment au niveau local, où il y a énormément de types de quotas, ne choque pas les Indiens. Et finalement, je pense qu'on a là aussi l'opposition de deux visions des quotas. L'une qui perpétue finalement la logique des quotas plus ou moins fondée sur la caste ou la tribu, avec l'accumulation de différents critères pour tenir compte de la spécificité des situations, parfois de façon presque caricaturale. Et l'autre qui reste dans une logique plus universaliste, faisant de la différence de genre une différence qui se veut transcendante. Et pour terminer, il me semble qu'on peut peut-être mieux comprendre les débats indiens en les comparant aux débats français, ce qui a été fait par un certain nombre de chercheuses, enfin oui, essentiellement des chercheuses en fait. Donc selon Nivedita Menon notamment, qui est à la fois chercheuse et féministe, il est intéressant de souligner, enfin selon elle, en France en fait, la problématique de la parité, là elle reprend finalement aussi l'interprétation de John Scott, c'était de s'inscrire dans la doxa républicaine universaliste, et il fallait pour cela universaliser la différence de genre, tandis qu'en Inde, la citoyenneté étant d'emblée comprise comme non individualiste et sensible aux différences entre les groupes, la question serait plutôt de choisir les catégories politiquement pertinentes. Et Menon interprète dans ce contexte la résistance de certaines féministes au sous-quota comme la résultante d'intérêts de caste. Mais on peut aussi avoir une interprétation, sans complètement nier cette interprétation, de l'opposition des féministes au sous-quota, enfin d'une grande partie des féministes au sous-quota, avec la volonté de rester fidèle au message universaliste et républicain du féminisme indien originel, entre guillemets, enfin, des années 30. Et à cet égard, même si elles ont abandonné l'idée que la seule égalité qui vaille serait l'égalité formelle, elles n'ont pas pour autant totalement renoncé à l'horizon universaliste.
Et finalement, elle se heurte, comme ça a pu arriver dans le contexte français, aux demandes d'autres groupes mal représentés. Et comme comme dans le contexte français, elle cherche à se différencier de ces demandes. Mais contrairement aux Françaises, elle ne rejette pas la pertinence politique des inégalités de caste dans la mesure où elles sont reconnues dans la Constitution, mais elle stigmatise en fait les représentants, ceux qui se disent représentants des OBC et musulmans, comme foncièrement machistes, traditionnalistes, incapables de se moderniser et donc incapables d'être finalement des défenseurs des femmes. Donc pour conclure très rapidement, je pense que ce que j'ai essayé de souligner ici, à travers le cas des quotas pour les femmes, c'est à la fois la tension qui existe au sein du système représentatif indien, mais qui est relativement assumée entre deux niveaux de citoyenneté sur lesquels s'appuient deux modèles représentatifs. Un premier niveau est individuel et correspond à l'idéal libéral de droits et devoirs politiques attachés à un individu indifférencié, et un second niveau concernerait les groupes devant avoir des droits spécifiques, ce qui passe par la reconnaissance d'un certain nombre de différences sociales, religieuses ou de genre comme ayant un sens politique. Donc il y a une contradiction là, mais qui a été qui fonctionne depuis les origines. Le problème étant peut-être qu'elle n'est pas toujours totalement assumée et que notamment derrière la représentation des groupes socialement désavantagés se cache souvent celle de l'altérité essentialisée. Je n'ai pas beaucoup développé ça, mais on pourra éventuellement en reparler. Et enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que s'il y a un souci à ce que tous les groupes soient représentés et que contrairement au quota qui se situe au niveau des investitures, il est considéré comme étant du devoir de l'État de s'assurer de la représentation finale par le biais des circonscriptions réservées, il n'est pas certain que tous les citoyens puissent représenter la nation. Et là, j'aimerais très rapidement attirer votre attention sur cette catégorie qui s'appelle la catégorie General, qui reste la catégorie finalement sans quota, qui est finalement une catégorie en théorie ouverte à tous, dans la pratique qui a été essentiellement celle de l'hindou mâle, sans doute hétérosexuel, en tout cas marié, de haute caste et classe, et qui finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a eu un certain nombre de cas où on a cherché à restreindre très, très clairement la possibilité, par exemple, des élus des castes et tribus répertoriées à être élus dans des circonscriptions générales, même si ce n'est pas interdit en droit, ça n'arrive très peu. Et par ailleurs, il n'y a pas du tout de souci de protéger, entre guillemets, cette catégorie. Par exemple, il faut voir qu'au niveau local, dans un certain nombre d'États, les quotas pour les femmes ont été élevés à 50%. Elles restent tout à fait libres de se présenter dans toutes les autres circonscriptions. Et il n'y a pas du tout ce souci de se dire qu'il faudrait qu'il y ait aussi 50% d'hommes. Alors sans doute l'idée que les hommes soient marginalisés politiquement paraît incongrue, mais aussi parce que d'une façon symbolique, les quotas renvoient toujours à l'altérité, à la marginalité, et ne peuvent donc être envisagés par ceux qui sont naturellement citoyens et qui du coup, l'idée même de demander des quotas paraît un petit peu absurde à cette catégorie-là. Et je m'arrête là-dessus. Désolée, j'ai perdu. Merci beaucoup Virginie. Je passe tout de suite la parole à Catherine. On va simplement changer pour le micro. Ah oui. J'ai un chronomètre. C'est bon ? Okay. Bon, alors merci pour l'invitation et je m'excuse vraiment d'être arrivée en retard. J'étais persuadée que c'était à 15h30, donc je m'excuse platement. Alors, je vais sans doute dire des choses qui sont parfois connues, déjà beaucoup plus connues en tout cas que l'exemple indien. Donc, je vais aller parfois peut-être vite et puis n'hésitez pas à me couper si en revanche certains détails sont moins connus. Et avec pour objectif de revenir